tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 15 mars. Au sommaire aujourd'hui, on s'intéresse à l'association Projet qui a inauguré la semaine dernière ses nouveaux locaux. L'occasion également de s'intéresser à l'avenir de cette association, dite Centre de compétences de l'insertion professionnelle, de la formation, de l'accompagnement et du développement personnel. On en parle avec vous, Suzanne Sinclair et Jennifer Dupéret. Bonjour mesdames, merci beaucoup d'être en notre compagnie. Pour la page sportive, on donne aujourd'hui la parole à la Vélopodo. La manifestation est de retour après 2 éditions blanches et on se réjouit d'en parler, de découvrir peut-être les nouveautés en votre compagnie. Philippe Vasser, vous êtes le président de la manifestation. Bonjour à vous également. En fin d'émission, on terminera avec une page littéraire en compagnie de François-Xavier Paco qui est avec nous également. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes là pour nous présenter votre 2e ouvrage intitulé « Eux, ils le savent » avant le Salon du Livre. L'occasion également de parler du monde de l'auto-édition puisque vous avez créé une nouvelle association. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, je suis dans la forêt, précisément à Bussigny. Je suis en compagnie de Freddy et Cyril. Bonjour à vous, messieurs. Merci de m'accueillir dans la forêt en compagnie d'Alaska et Baïka, qui sont 2 chevaux de trait, comme tu vois, qui vont faire du débardage. Alors, le débardage à cheval, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement débarrasser les troncs d'arbres et les bouts de bois qui sont coupés en forêt. Et c'est ce qui va se passer notamment ce samedi à Gland. Voilà pourquoi je suis à Bussigny, pour vous faire une petite démonstration et vous donner peut-être envie aux familles de venir voir ce que c'est du débardage à cheval dans la forêt à Gland. Bref, on va voir tout ça avec les chevaux après. Moi, j'ai hâte. Je pense que toi aussi. Ah mais j'ai hâte. Tu sais pas comment, Alexandre, parce que je crois savoir que ça promet quelques surprises, quelque chose me dit. Bon, à tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Suzanne Sinclair, Jennifer Dupéret, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va évidemment parler de l'association Projet, qui, je le disais, a inauguré ses nouveaux bâtiments la semaine dernière. L'occasion d'en savoir un peu plus sur votre association et aussi sur l'avenir de l'insertion des jeunes, mais pas que. Bonjour, bienvenue. On est ravis de vous avoir. Alors déjà, cette inauguration des bâtiments, qu'est-ce que ça représente pour vous? On sait que ça fait 25 années que l'association existe. Aujourd'hui, vous avez des tout nouveaux locaux. Qu'est-ce que ça représente, Suzanne Sinclair, pour vous, ces nouveaux bâtiments? Je trouve que ça donne tout un nouvel élan aussi aux équipes, parce qu'en fait, on connaissait les locaux et ils n'étaient pas en très bon état, vu que c'était une friche industrielle. Et puis là, on a l'impression d'être vraiment dans un environnement professionnel où tout le monde s'améliore tout de suite, parce que c'est très motivant. Alors, c'est des bâtiments qui sont dans le quartier d'Espace. Pour rappel, votre association est un centre de compétences de l'insertion professionnelle, de la formation, de l'accompagnement et du développement personnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jennifer, et à qui et pour qui est-ce que vous travaillez? Nous travaillons autant pour des jeunes que des adultes qui ont un projet de réinsertion professionnelle, soit qu'ils cherchent une formation ou un emploi dans l'économie. Et puis on les encourage et on les aide à définir une cible professionnelle dans laquelle ils vont pouvoir pérenniser leur emploi. Et ensuite, on les suit tout au long de leur emploi ou de leur apprentissage afin qu'ils aient les soutiens qui vont les aider à réussir, en fait. Ouais, vous dites que vous travaillez pour une partie moins visible de la population. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on s'adresse plutôt à des personnes qui sont précarisées ou qui sont en rupture depuis un certain temps. On a des adultes qui sont restés chez eux de 6 mois à 1 année en retrait, qui sont pour la plupart à l'assurance invalidité et qui profitent justement de mesures de réinsertion avec le soutien de l'AI pour justement reprendre un nouvel élan, une nouvelle dynamique de travail dans des ateliers que nous avons, puisque nous avons 13 ateliers dans lesquels ils peuvent être activés. Un nouvel élan que vous souhaitez aujourd'hui donner à l'association. Vous dites, Suzanne Sinclair, que le but aujourd'hui, c'est de rendre le social plus moderne. Et je reprends vos mots, ça veut dire quoi? Plus moderne, ça veut dire de vraiment s'adapter aux conditions de travail du premier marché du travail. Donc, par exemple, il faut être vraiment à la hauteur au niveau digital. Il faut que les participants aient à disposition des ordinateurs, tous les outils modernes. Et puis, je dirais, une deuxième priorité, ça serait peut-être de devenir aussi plus durable, vu que c'est vraiment aussi une nécessité aujourd'hui pour des institutions comme la nôtre. On sait que le tissu économique est très riche dans la région. On est dans une région où il y a beaucoup d'entreprises aussi. Est-ce que ça facilite justement peut-être votre travail qui est de mettre en lien finalement les jeunes ou les adultes avec ce tissu économique? D'ailleurs, on est très reconnaissants vis-à-vis des partenaires entreprises qui nous font confiance et qui ont envie de travailler avec nous autour de la formation d'apprentis ou autour de l'accompagnement d'adultes ou jeunes qui retournent en stage d'abord en entreprise,
de 3 mois à 6 mois avant d'entrer en emploi. Et puis, on a de plus en plus de partenaires qui font appel à nos services. On est très, très agréablement surpris de voir que même des formateurs d'apprentis ou des employeurs sont heureux de pouvoir débriefer aussi, non seulement sur les apprentis que nous accompagnons avec eux, mais également sur les apprentis qui ne sont pas pris en charge par nos mesures, qui sont chez eux, en fait. Parce qu'en entreprise, il y a de plus en plus de problématiques sur lesquelles nous, on voudrait pouvoir aussi être présents, pour pas que les employeurs se retrouvent seuls avec des dynamiques psychosociales ou des problématiques de santé mentale qui sont en augmentation actuellement. Oui, ces problématiques, on va en parler d'ici quelques instants. Vous avez mis le doigt sur le mot apprentissage. On sait que c'est une thématique qui préoccupe notamment la législature du Conseil d'État actuellement. Et puis Frédéric Borloo, d'ailleurs, Conseil d'État, a visité également vos locaux lors de l'inauguration. On lui a donné la parole. On y va. Voilà, on y va. Allez, sourire. Souriez, vous êtes filmés. On donne des petits bouts, ça fait c'est le petit souvenir. Je suis là parce que c'est à la fois un anniversaire, puis à la fois l'inauguration de nouveaux locaux. Donc ça méritait bien de faire une petite manifestation particulière. Et c'est l'occasion de saluer les gens qui travaillent ici, tout l'effort qui a été fait pendant ces dernières années pour arriver à ce lieu, et puis aussi à l'ensemble des prestations qui sont proposées aux jeunes à cet endroit. Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette visite ? Bien, je trouve les locaux vraiment assez extraordinaires. Bon, ils sont bien placés géographiquement, et puis c'est très spacieux. Il peut s'y passer plein de choses. Donc il y a des ateliers quand même assez costauds, hein, puisqu'on parle de mécanique, de menuiserie, enfin, etc. Et puis en même temps, eh bien là, on est dans l'atelier de création. Donc voilà, les jeunes sont invités à créer, à s'exprimer d'une autre manière peut-être que celle dont ils ont l'habitude tous les jours. Et donc voilà, je trouve vraiment que l'organisation est excellente. Quel est le lien que le canton entretient justement avec l'association et projet? Toutes ces associations sont nées d'une idée qui provenait de la Confédération, et puis ensuite les cantons, eh bien le soutien, et le canton de Vaud est assez actif, et puis ça dépend beaucoup un peu le niveau, les problèmes rencontrés. Il y a quelques jeunes qui sont aussi en rupture, et donc voilà, le canton peut s'appuyer sur des associations comme celle-ci pour les aider à retrouver un peu de stabilité. Un jeune sur 5 qui choisit la voie professionnelle après l'école obligatoire, et puis on a un jeune sur 3 qui se retrouve un peu en transition, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de choix entre la voie académique et la voie professionnelle. Et puis ces associations les aident justement à faire ce choix, et puis les propulsent en fait quelque part. Et donc ils perdent peut-être 6 mois, peut-être une année, mais est-ce que c'est vraiment perdu? Je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt gagné, parce que ça permet de consolider un petit peu leurs intentions. Et votre message aujourd'hui adressé à ces jeunes, c'était notamment de dire que dans la vie, rien n'est définitif et qu'il y a plusieurs cursus et qu'on peut changer de voie durant une formation. Oui, alors ça c'est vrai que c'est aussi notre société qui évolue. Et presque plus personne ne fait durant sa vie le même travail que le premier qu'il aura pratiqué, parce qu'on a plein de possibilités de changer, de faire des formations complémentaires, voire des nouvelles formations. Les formations pour adultes sont à disposition de tout le monde. Ce qui est très important dans notre société, c'est qu'avant 25 ans, dans vraiment les premières années post-obligatoires, le jeune puisse faire un certificat, puisse avoir un premier papier, un premier diplôme, quelque chose, et à partir de là, il peut construire son avenir où il veut et comme il veut. Il peut aller vraiment dans des professions très différentes, parce que les passerelles sont là, parce que les formations pour adultes sont là. Mais c'est ce début. Il ne faut pas laisser des jeunes sans certification durant des années. Suzanne Sinclair, c'est pas tous les jours qu'on a la visite d'un conseiller d'État. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, écoutez, c'est une reconnaissance de savoir qui se déplace pour nous, et je pense aussi une reconnaissance pour toutes les équipes qui étaient présentes ce jour-là. Donc oui, c'est vraiment chouette, je dois dire, parce que c'est vrai, les contacts que nous avons en général, c'est toujours les finances, les subventions. Puis là, ça apporte la vraie touche un peu plus humaine. Donc ça nous a beaucoup touchés, oui. Une touche humaine aussi dans le discours. Jennifer, je vous ai vu sourire et réagir notamment aux réactions, un discours qui est positif. Alors on sait que ça fait partie aujourd'hui des priorités du Conseil d'État, l'apprentissage notamment. Est-ce que ça vous soulage aujourd'hui qu'on vienne justement mettre le doigt sur ces problématiques-là aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment une
thématique cruciale à aborder parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui sont en difficulté dans leur scolarité obligatoire. Donc, on doit mettre des soutiens en place de plus en plus tôt. Il y a pas mal de décrocheurs scolaires aussi qui n'arrivent plus à se rendre à l'école. Pardonnez-moi, qu'est-ce que ça dit justement de la société? On voit aujourd'hui que les jeunes sont parfois un peu perdus, sans savoir vers qui se diriger et comment. Peut-être là qu'il y a un manque à combler aussi du canton. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Je pense que le canton est en pleine réflexion pour créer des nouvelles prestations. On est sans arrêt en train de réfléchir des innovations sociales qu'on met en place en collaboration étroite avec les mandants, qui sont tous très alertés par rapport à la situation des jeunes suite au Covid et aussi suite à cette guerre qui finalement vient les heurter de plein fouet dans leur représentation de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de leur avenir et avec qui et avec quels partenaires dans le monde du travail qui est moins valorisé que pour d'autres générations aujourd'hui. Donc on doit filière de l'apprentissage même qui n'est pas réellement valorisée, et c'est mon avis en Suisse, mais je pense que d'autres la rejoignent. Comment justement revaloriser cette filière-là, Suzanne? Comment la revaloriser? En fait, si c'était possible, je pense qu'avec un peu plus de moyens financiers, ça serait vraiment bienvenu, parce que là, être dans le monde subventionné, ça veut dire que vous pouvez vraiment seulement utiliser l'argent qui vous a été donné pour un laps de temps X. Donc c'est vrai qu'on manque des fois d'argent pour avoir une vision un peu plus lointaine. Est-ce que vous arrivez justement à obtenir des discussions avec le canton? Est-ce que ça se fait, ces échanges, ou est-ce qu'il en faudrait plus? Oui, écoutez, bien sûr qu'on a des échanges très réguliers, et ce n'est pas une question de discussion, c'est que c'est un cadre de loi qui veut que certaines choses peuvent se faire ou pas se faire. Donc ce n'est pas la volonté d'une personne ou d'un département, c'est vraiment aussi le cadre légal qui stipule en fait ce qui est possible, pas possible. D'où aussi toujours notre ambition de lever des fonds ailleurs, de développer le réseau entreprise et tout ça pour pouvoir financer tout ce qui n'est pas subventionnable. C'est surtout ça. Suzanne Sinclair, Jennifer Dupéret, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous, à très bientôt. Merci à vous pour votre accueil. Alexandre, on retourne donc à toi, à cheval, à côté, plutôt à côté. À côté, Andrea, bien sûr. Regarde, alors voilà, Baïka et Alaska qui sont prêtes, du coup, à aller faire du débardage avec Freddy Gollet. Bonjour Freddy. Bonjour. Alors Freddy, vous êtes garde forestier et puis, à vos heures perdues, si j'ose dire, vous faites aussi du débardage à cheval avec ces deux juments, des chevaux de trait. C'est quoi le débardage à cheval, Freddy? Alors, le débardage à cheval, c'est le fait de sortir des bois de la forêt avec les chevaux. De sortir les bois de la forêt avec les chevaux. Les bois, déjà, elles ont bien bossé, déjà. Elles ont déjà ramené tous ces troncs ici. Et après, le but, c'est quoi, en fait, avec le débardage? Ils vont où, ces bois, ces troncs? Alors, les bois-là, une partie, ils iront pour du sciage, puis une partie pour développer la plaquette de chauffage. D'accord. Donc, vous les sortez de la forêt, vous les mettez dans votre fourgonnette qu'on voit juste là-bas, c'est ça? Non, pas tout à fait. On les met au bord, puis après, c'est un porteur forestier qui va les mettre en tas et ils partiront par camion où ils doivent. Ah, donc, en fait, les chevaux organisent les bouts de bois. Voilà, ça, exactement, dans des bus. Bon, alors vous nous montrez, on y va, on va chercher un bout de bois, typiquement. Bien, les filles, marchez. Alors, voilà, on marche, je vous suis. Alors, le débardage, ça se passe comme ça. Ça fait combien de temps que vous en faites, Freddy? 7 ou 8 ans. 7 ou 8 ans. Et ça demande quoi comme travail, en fait? Parce qu'on doit les dresser, ces chevaux, pour leur apprendre à amener du bois. Oui, ça demande déjà de leur apprendre à être attelés avec un char. Et ensuite, on leur apprend le métier en forêt, donc avoir des choses qui font du bruit derrière, des branches qui passent sous le vent, et à gauche. Et là, visiblement, elles savent où elles doivent aller déjà, là. C'est moi qui leur dis, quand même. Ah, quand même. Yo. Voilà. Donc, c'est surtout les deux sensibiliser à toutes les choses qui, normalement, n'ont absolument pas sur une route ou autre. C'est des frottements, reculer en levant beaucoup les jambes. Enfin, c'est tout... Et puis marcher à deux aussi. Marcher à deux, ça, elles ont pas mal l'habitude. Ouais, parce que les chevaux de trait, effectivement, ils ont déjà l'habitude de ça. Mais vous faites aussi du débardage en solo, j'ai envie de dire, avec une jument ou l'autre? Oui, le but, c'est de pouvoir justement les alterner, puis sur la journée, qu'elles ne se fatiguent pas trop. D'accord. Bon, alors là, je vois vous passer une chaîne
autour de ce tronc d'arbre Voilà. qu'on va ensuite accrocher aux chevaux. Et bien juste là, derrière. Et alors, c'est quoi le but de Bien faire les filles ça tourner. Ah, on va les Je fais reculer. Recule, tourne. Alaska. Encore. Encore. Oh. Carrément un tourné sur route. Ouais. Justement, c'est ce genre de choses qui ne vient pas tout seul, qu'on doit apprendre. Puis Voilà. la patience. Ah. Ça demande de la patience, ça demande quoi d'autre? Non, leur apprendre la patience. Ouais. Que je puisse crocher tranquillement les choses, parce que j'ai quand même ma tête et mes mains tout près de leur sabot. Oui. Donc, c'est mieux que tout soit calme pendant qu'on fait ça. Et elles arrivent à rester calmes, justement? Bon, on voit. Ouais. Mais comment on fait? C'est quoi? Qu'est-ce que ça demande? Ça demande beaucoup de patience. À chaque fois qu'elles bougent, on les arrête. On recommence. On les félicite quand elles s'arrêtent. Puis petit à petit, ça vient. Ah ben voilà. Bravo Alaska, bravo Baïka. Alors on y va. On va ramener ce tronc d'arbre. Maintenant, à gauche. Juste derrière. Grâce Hop, à marche. Freddy. Gauche. Voilà. Faut faire attention de ne pas me faire marcher dessus, Andrea, quand même. À droite, tu marchez. Hop. Freddy, ça se fait encore beaucoup, ça, le débardage à cheval dans le canton de Vaud? Non, c'est une activité très, très marginale. Ah oui? Mais dans des zones comme ça, un peu périurbaines, où on a envie d'avoir très peu d'impact avec le sol, bah, ça se prête assez bien. Et puis, c'est aussi à gauche. C'est aussi un bon moyen de faire un peu de communication sur les exploitations forestières de manière générale. D'accord. Donc, ça fait oh, recule, oh. On va dire qu'on fait un peu d'une pierre deux coups. Dans des zones un petit peu sensibles, on exploite de manière un tout petit peu plus douce. Puis en plus, on peut faire un peu de communication et puis parler vraiment de la forêt. Ouais, j'allais vous demander, c'est quoi l'intérêt du débardage à cheval plutôt que de venir avec un tracteur, une camionnette et puis d'emmener tout ce bois ailleurs, quoi, finalement? Alors, l'intérêt, c'est qu'on aura très peu de traces une fois qu'on a passé. Par contre, c'est vrai qu'on est quand même très limité dans les diamètres d'arbres qu'on peut prendre. Puis, on est plutôt, on va dire, un moyen complémentaire. Si on peut déplacer le bois à bout et que le véhicule forestier le prenne par après, on complète les deux méthodes. Donc, quand vous dites communication, c'est-à-dire communiquer un peu sur votre travail, sur ce que vous faites comme garde forestier, c'est pourquoi vous dites ça? Parce que en fait, les chevaux, ça attire l'œil, finalement, ça attire les familles, ça attire les gens. Oui, exactement. C'est rare qu'une personne vienne toquer à la vitre du gars qui est en train de débarder avec son tracteur. Par contre, vers les chevaux, les gens osent s'arrêter, on fait peu de bruit. Et puis, ils sont curieux. Puis, pour certaines personnes, ça rappelle un peu le passé. Puis, pour d'autres, ils se demandent pourquoi on fait encore ça maintenant. Donc ça a le côté, oui, vous en parlez, le côté nostalgique aussi. On faisait ça par le passé. En fait, c'est le côté terroir aussi. Préservation, finalement, du terroir, non? Je dirais surtout de maintenir certaines connaissances qu'on avait avant. C'est aussi important. Ça, après, on va pas pouvoir remplacer les machines, hein, mais on peut être un bon complément dans certaines situations. Eh bien, voilà le bon complément qu'on fait donc ici à Bussigny et puis à Gland ce samedi. Et on va en parler avec vous, Cyril, juste après, Andrea. Voilà, et bravo à Freddy et bravo surtout à Alaska et Baïka qui ont déjà bien travaillé. Et puis, il leur reste quoi, encore toute une après-midi, c'est ça? Alors, cet après-midi, je suis encore là, puis je reviens prochainement ici. Ah oui, encore, parce qu'il y a encore pas mal de bois dans la forêt à Bussigny, Andrea. Voilà. À tout à l'heure. Et comme tu l'auras compris, je ne monterai pas sur les chevaux parce que comme tu as vu, ça demande une technique. Et puis Freddy, il est à côté. Voilà. Et moi, je ne peux pas le faire tout seul non plus. Promis, j'allais rien te demander, hein, ni d'être le prince charmant à cheval, ni de débarrasser les bois. Promis, Alexandre, à tout à l'heure. On ouvre à présent une page de sport en votre compagnie, Philippe Vasseur. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le président du comité d'organisation de la Vélopodole, de retour après 2 années et 2 éditions blanches en raison de la pandémie, également en raison d'une édition non officielle en 2022. La course qui relie la Dole à pied, à vélo et en pot de phoque espère désormais retrouver ses sportifs le 19 mars. Bonjour Philippe, bonjour. On est ravis de vous avoir. Alors j'imagine que c'est le bonheur de retrouver cet événement après presque 4 ans. On a du mal à y croire. Oui, tout à fait. C'est un plaisir de nouveau organiser, puis qu'il y ait des participants et des gens motivés à participer à cette course un peu originale et dans la région. Oui. Ouais, ce taux de participation, justement, est-ce qu'il y a un engouement parce que ça avait manqué?
Il y a un engouement, c'est souvent un peu les mêmes personnes qui reparticipent, mais il y a un engouement, je pense, et tant mieux pour cette édition 2023, oui. Vous en mettez tout justement dans les inscriptions? Est-ce qu'il y a déjà des chiffres? Il y a actuellement 105 personnes inscrites, 105 athlètes. Il y a 10 femmes qui le font en solo, il y a une cinquantaine d'hommes, et puis le reste en équipe, de 2 ou 3 athlètes. Et pourtant, on pouvait se poser la question de si la course avait lieu ou pas. On peut citer, on le sait, le manque de neige. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ça aura bien lieu et peut-être sous quels aspects? Est-ce qu'il y a des aspects justement qui sont modifiés, notamment la peau de phoque? Il vient de reneiger ces jours-là, donc il y a très peu de neige, mais c'est blanc, donc c'est une bonne chose. Et puis, on va modifier un petit peu le parcours en faisant une arrivée en haut. Le chronomètre s'arrêtera en haut et puis on va faire descendre les personnes par le propre moyen, mais sans être en mode course, pour qu'on garantisse un peu la sécurité au niveau des pistes, vu que le domaine skiable de la Dôle est fermé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous imaginez revoir la manifestation, en tout cas en changer un petit peu les contours? Pour l'instant pas, on reste dans le format original qui était les 3 sports à enchaîner dans le même parcours, et pour l'instant il n'y a pas trop de changements, à part justement cette arrivée au sommet plutôt qu'au restaurant de Kuvalu. Un format original, mais vous souhaitez justement être original. C'est quoi la spécificité de la course? La spécificité de la course, c'est vraiment de porter ses skis et ses chaussures et ses bâtons de ski de randonnée sur le vélo pour arriver à cette zone de transition après avoir couru et fait du vélo, faire de la peau de phoque. On voit les images, c'est assez impressionnant. Ces athlètes ou ces triathlètes, des montagneurs, des skieurs, mais pas que. Il y a des professionnels, des non-professionnels. Qui peut participer? Un peu tout le monde, des gens qui se lancent le challenge de réaliser ces 3 sports enchaînés de manière seule ou en équipe. Et puis, je pense qu'un peu tout le monde peut participer. C'est assez exigeant puisqu'il y a quand même 1300 mètres de dénivelé au total. Et c'est un parcours exigeant puisqu'on relie la plaine, on part depuis la plaine jusqu'au sommet de la Dôle. Donc, il faut être bien entraîné et la saison fait que c'est un peu tôt dans la saison pour avoir fait du vélo et l'entraînement, mais les gens se lancent le défi, donc c'est une bonne chose. De manière personnelle, qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce parcours et quels sont peut-être les points forts, les passages que vous appréciez bien? J'aimerais aussi participer chaque année, donc ce qui est intéressant, c'est le chemin au loup, là où on est en VTT, où on a une magnifique vue sur tout le bassin lémanique. Et ensuite, évidemment, l'arrivée à la Dôle avec la boule et toute la vue sur le bassin lémanique de nouveau et la descente, où on peut recroiser les personnes qui montent encore. Donc, ça me plaît, oui. À la descente et à l'arrivée, on peut profiter également d'un petit apéritif, j'imagine. Rendez-vous le 19 mars. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? On peut encore s'inscrire aujourd'hui jusqu'à minuit. Et voilà, en fonction des conditions, il y a un peu de neige. Donc, j'encourage les gens encore à décider de s'inscrire pour dimanche matin. Parfait. Jusqu'à minuit, le chrono est lancé. C'est parti, Philippe Vasseur. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Beaucoup. À très bientôt. Très belle journée à vous. Merci. Alexandre, on retourne à toi. Dis-nous tout. Tu es en compagnie de Cyril, l'homme vert. C'est comme ça qu'on l'appelle à Gland. Oui, l'homme vert, Cyril Allenbach. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors voilà, vous êtes responsable des espaces verts pour la ville de Gland. Et alors, si vous m'avez amené dans cette forêt à Bussigny avec Freddy et avec Baïka et Alaska, c'est parce que ce débardage à cheval, il va se dérouler ce samedi toute la journée dans les forêts à Gland. Alors avant de parler un peu du programme, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Freddy. Il parlait de faire de la communication sur les activités vertes, sur les activités forestières. C'est ça l'intérêt aussi d'organiser ce débardage à cheval à Gland? Oui, tout à fait. On profite des travaux qui sont effectués chaque année pour organiser ce débardage à cheval. Et puis, c'est un bon moyen de communiquer pour entrer en contact avec la population, parler des enjeux de la forêt, d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi. Ouais, communiquer justement, pourquoi? Parce qu'il y a souvent des a priori ou justement une méconnaissance du travail forestier chez nous? Oui, je pense que dans les forêts à proximité de centres urbains, des fois, les personnes ne comprennent pas forcément pourquoi on coupe des arbres. Ça peut être assez sensible. C'est un bon moyen d'expliquer, d'entrer en contact avec les gestionnaires de la forêt. Ouais, alors justement, expliquez-moi, à Gland, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Quels arbres vous avez coupés et pourquoi? Alors concrètement, on a réalisé une coupe d'éclaircies pour créer des puits de renouvellement, de rajeunissement naturel de la forêt. Et puis donc, c'est des arbres qui sont sélectionnés par le garde forestier, qui sont ensuite coupés par les bûcherons du groupement forestier. Et donc là, ça, déjà des travaux qui ont été réalisés. Et puis maintenant, il s'agit de sortir ce bois pour le mettre à proximité du chemin pour qu'après, il puisse
partir pour faire des plaquettes de bois ou des planches ou du bois de construction. Et elles sont où ces forêts à glands? C'est où que vous allez faire ça? Alors on va faire ça derrière le centre sportif à proximité de la place pique-nique en Ruy. D'accord. Et donc c'est là-bas qu'il y a ces troncs aujourd'hui qui ont été coupés déjà. Tout à fait. Et qui attendent Baïka et Alaska ce samedi. Alors ça va se passer comment? C'est toute la journée, c'est ça? Alors c'est entre 9h30 et 11h. Et puis après, entre 13h30 et 15h, donc on invite toutes les personnes à chausser leurs baskets et puis à venir nous rencontrer sur place pendant que Alaska et Baïka travaillent. Voilà, pendant qu'elles vont travailler. C'est la toute première fois que vous organisez un débardage à cheval à gland. L'idée, elle vous est venue comment? Alors, j'ai pu voir dans d'autres communes que ça se faisait. Et puis, c'est comme ça que ça m'a donné l'idée. Et puis, en discutant avec le garde forestier, les travaux qui ont été effectués cette année s'y prêtaient bien. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser ça samedi. Bon, et alors rendez-vous samedi toute la journée pour voir justement à la fois comment ces chevaux travaillent et puis aussi qu'est-ce qui est fait dans nos forêts, dans notre ville. Cyril, merci beaucoup. Merci Freddy, merci encore. Je vous souhaite bon travail. Et puis, je vais juste quand même faire une petite caresse à Alaska. Voilà. Au revoir, Alaska. Merci et bravo pour tout le travail. Voilà, Andrea, je te souhaite une belle journée. Moi, je vais prendre encore le soleil ici dans cette forêt à Bussigny. Et rendez-vous à Gland ce samedi. Alors, tu l'auras compris. Oui, très bien. Tu l'as caressé du bout des doigts. Un petit peu d'appréhension, on a vu. Tu n'es pas très à l'aise. Hein. Merci beaucoup. Profite bien, Alexandre. Très belle journée à toi. Et on va ouvrir le dernier chapitre de notre émission en votre compagnie. François-Xavier Pacaud, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes écrivain. Vous nous présentez aujourd'hui votre deuxième tome intitulé « Eux, ils savent ». Après le succès de la conspiration, Gaspard, bonjour. Bonjour, Andrea. On est ravis de vous avoir. Alors déjà, je me permets de prendre le tome 1 et le tome 2. Je vous les offre. Ah bah ça c'est gentil, merci beaucoup. Donc ils sont là, eux ils savent, c'est la suite. C'est la suite, mais on peut aussi le lire si on n'a pas lu le premier, mais voilà. Ouais. On était dans un univers qui vous correspond assez, hein, les arbres. On le retrouve justement, cet univers. Alors je trouve la transition passionnante parce que en fait le premier c'était vraiment sur l'eau, c'était plutôt un roman, thriller, à suspense. Là c'est un roman policier qui se déroule en forêt. Alors, ça m'a beaucoup amusé de voir, notamment l'ami Cyril, que j'ai bien connu. Parce que vous êtes glandois. Oui, j'ai travaillé longtemps à la commune de Gland. Et en fait, eux, ils savent, c'est toujours dans la trilogie de La Messagère. La Messagère étant l'eau. Et on va apprendre plus de choses encore dans ce deuxième livre sur l'eau, sur les mystères de l'eau. On va comprendre que c'est grâce à elle que les arbres peuvent communiquer entre eux. Et on va aussi constater que ces arbres-là peuvent peut-être devenir intéressants à des enquêteurs policiers dans le cadre d'un meurtre. Ouais, ça, c'est pour l'intrigue. On passe d'un thriller à un polar. C'est quoi la différence? Le thriller, c'est plutôt du suspense. Tandis que dans le polar, il y a du sang, il y a de l'enquête. Hein. Dans le thriller, c'était des gens qui cherchaient à développer de nouvelles thérapies basées sur l'eau, sur le mystère de l'eau. Il y avait un cadavre, mais il est un peu anecdotique. Tandis que là, c'est vraiment le centre du bouquin. Ça m'intéresserait, vous voulez lire le premier paragraphe? Ah, en lecture, s'il vous plaît. Je veux bien me prêter à l'exercice. À la page 16. Page 16, c'est parti. On reçoit des ordres aujourd'hui, mais je l'accepte. Hein, parce que c'est vous. C'est gentil. Horrifiés, les deux hommes se sont arrêtés, sans dire un mot, à l'orée de la forêt sur une vieille souche couverte de mousse et posée une tête décapitée. Cheveux en bataille, la barbe hirsute, ensanglantée, les yeux terrorisés, la bouche qui n'abrite plus que quelques dents, est grande ouverte et laisse devenir une gorge profonde, noire, une casquette, John Deere, vert et jaune, visière à l'arrière et vissée dessus. Ça va, quelle note vous me mettez? Magnifique, 9,9 sur 10, on va dire. Bon, très bien. On pourra continuer peut-être. C'est uniquement parce que la perfection n'existe pas. Exactement, et c'est pour ça qu'on aime. On est d'accord. Absolument. J'aimerais revenir sur ce livre dans le sens où on pourra notamment le découvrir au salon du livre. Absolument. Où vous présentez également une association aujourd'hui que vous allez nous présenter, qui nous parle du monde de l'auto-édition. Aujourd'hui, les écrivains qui souhaitent de plus en plus devenir indépendants, quelque chose que vous souhaitez aussi valoriser. Pourquoi ? Écoutez, vous savez, on dit souvent, tiens, lui, il est devenu prof de bio parce qu'il a raté ses études de médecine. Hein. Et c'est ce qu'on dit de l'auto-édition. Exactement, c'est ce qu'on dit de l'auto-édition, c'est tous ces gens qui n'ont pas trouvé d'éditeur et autres. Alors, certainement, c'est une évidence. Moi aussi, on m'a refusé le premier manuscrit. Et c'est ça qui m'a amené à la réflexion d'auto-édition. Et plus je m'y suis intéressé,
plus j'ai constaté qu'il y avait d'excellentes choses dans l'auto-édition, de même qu'il y avait aussi des trucs pas terribles dans l'édition habituelle. Et alors, je suis parti à fond là-dedans, et le hasard a voulu, grâce à Facebook, merci M. Zuckerberg, que je retrouve un copain du collège Voltaire quand j'avais 17-18 ans. 50 ans après, on se retrouve, et lui, il vient de finir un polar que j'ai lu, qui est magnifique. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne créerait pas une association d'écrivaines, d'écrivains, indépendants, auto-édités? Alors on est parti, on a créé l'association, elle est là, elle existe, et on va la présenter au salon du 22 au 26 mars à Genève, avec deux objectifs. D'abord, faire connaître nos livres, évidemment. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut savoir se promouvoir. Mais absolument. Et puis alors, pour promouvoir l'association, dans l'espoir que des écrivaines, des écrivains qui sont dans cette situation-là, ou qui n'ont pas trouvé d'éditeur, soient intéressés par cette association. Mais alors attention, il y a un droit d'entrée. On a mis en place un comité de lecture. Et ça, pour nous, c'est évident, les gens seront acceptés. Un comité de lecture, on va essayer d'expliquer ce que c'est. Alors, j'imagine qu'il ne faut pas seulement savoir bien lire, mais parlons déjà de la maison d'édition, parce qu'on sait que c'est un accompagnement pour les écrivains, notamment dans la relecture, la correction, la mise en page, qui garantissent notamment la qualité d'un livre. Absolument. Comment faire dans le monde de l'auto-édition pour que cette qualité-là soit maintenue? Alors justement, on a, comme les vrais éditeurs, on a un comité de lecture dont la mission est de lire l'œuvre, et de nous en faire un rapport, de préaviser, c'est bon, parce que, vous voyez, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est crédibiliser cette auto-édition. Donc, on va pas accepter n'importe qui dans l'association. Et on a un comité de lecture de gens assez sévères, qui sont d'ailleurs nos propres correcteurs. Alors, ce sont pour la plupart des lecteurs. Il y a un grand journaliste très connu, mais j'ose pas encore donner son nom parce qu'il n'a pas encore donné son feu vert. Et on espère avoir aussi un libraire. Ce qui fait que ça crédibiliserait le comité de lecture, ça crédibilisera le travail de l'association, et on se fera connaître par le biais de cette... Et vous comprenez, le gros avantage aussi, c'est que les écrivaines et écrivains qui adhèrent gardent leurs droits d'auteur. Ce qui n'est pas le cas si vous allez chez Gallimard, Albin Michel ou Slatkin, vous perdez vos droits d'auteur. Voilà. Ça me semble être quand même quelque chose d'important. Vous avez cité quelques noms, c'est vrai qu'il y a plus d'une centaine de maisons d'édition en Suisse. J'aimerais qu'on s'intéresse encore quelques minutes à ce monde de l'auto-édition, peut-être en faire un petit mode d'emploi. Ça coûte combien la publication d'un livre aujourd'hui en Suisse? Écoutez, moi, je vais vous dire clairement, moi j'ai passé par Amazon et j'ai passé par Bookelis. Dans les deux, Bookelis c'est France, Amazon, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Amazon est terriblement décrié, mais il faut savoir que ces gens mettent à disposition des auteurs un outil absolument extraordinaire dans lequel on peut balancer notre texte, fournir la couverture, on passe automatiquement sur leur site, on est en vente sur leur site, et ils n'impriment qu'à la demande. Et ça, c'est quand même écologiquement parlant quelque chose d'assez génial, parce que je crois que c'est de l'ordre de 30 millions de bouquins qui sont déchiquetés chaque année en France, n'est-ce pas? Mais soyons sincères quand même, l'objectif c'est quand même de finir sur les rayons de Payot, pour ne citer que... Mais la meilleure des preuves, c'est que j'ai été livré 30 exemplaires à Payot-Nyon 1 heure avant de venir vous voir, en espérant que les gens qui nous écoutent auront la curiosité d'aller voir, quitte à acheter ce bouquin les jours à venir, sachant qu'il est chez Payot Genève aussi. Et il est à la librairie du Château Harold, j'insiste là-dessus, parce qu'on veut jouer le jeu des petites librairies. Donc. Et c'est ma petite nièce qui tient cette librairie. La petite nièce qu'on salue, évidemment. Voilà, le coucou est fait. Mais comment réussir? C'est le nom du policier de mon collègue, le coucou. Vous voyez? C'est vrai? Oui. Je ne l'ai pas su, mais voilà, j'ai su d'avance. Je ne sais pas comment interpréter ça. C'est fou, c'est vrai. Comment réussir justement la promo aujourd'hui d'un livre quand on l'auto-édite? Alors, c'est un monstre boulot. Le premier, je l'ai quand même vendu à 500 exemplaires. En auto-édition, vendre 500 exemplaires, je vous assure qu'il faut y mettre de l'énergie. Et j'ai beaucoup plus de facilité à vanter le livre de mon collègue qu'à vanter le mien. C'est toujours très embêtant. Mais je suis allé chez un libraire, au Rameau d'Or à Genève, pour pas le nommer, qui m'a dit, mais 500 exemplaires, mais pour nous, c'est déjà un succès en librairie, 500 exemplaires. En Suisse romande, 1000 exemplaires, c'est un best-seller. On ne se rend pas compte de ces chiffres. Mais alors, pour ça, c'est quoi? C'est une page Facebook, c'est Instagram, c'est une newsletter, c'est démarcher les... C'est un autre métier. Démarcher les librairies, et voilà. Et alors, l'idée de l'association, c'est de se dire, plus on sera, plus tout ce volet qui n'est pas notre métier premier c'est d'écrire, tout ce volet qui est promotion, diffusion et autres, on va le faire ensemble. C'est-à-dire qu'on va mutualiser ces tâches
Et du coup, on y perdra beaucoup moins de temps, parce que si quelqu'un va voir un libraire avec les livres des 5 membres de l'association Égida, ben les 4 autres, pendant ce temps-là, ils peuvent faire autre chose, ou démarcher d'autres libraires, vous voyez. On veut mutualiser toute cette partie qui n'est pas la partie de l'écrivain, mais qui est la partie de l'éditeur. En tout cas, vous en êtes passionné et ça se ressent. On a presque envie de changer de métier. Je ne sais pas ce que vous en pensez à la maison. François-Xavier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous permettez qu'on termine en lecture ? Ouais, c'est une demande de la régie, donc on va leur faire plaisir, je crois. Allez, c'est parti. Bonjour, Madame la Commissaire, c'est Livia. J'ai réussi à me procurer le procès-verbal des aveux de Dodu. En fait, c'est mon collègue Bernard Beaulieu qui me l'a lu par Skype. Je l'ai enregistré. Je n'ai pas encore eu le temps de faire dactylographie. Je vous l'envoie tel quel en fichier MP3. Ça vous va ? Valmont, qui l'a interrogé, lui a tendu la perche à plusieurs reprises, relevant quelques incohérences. Mais Dodu a tout fait pour s'enfoncer. C'est foutu. Voilà, j'espère qu'on a exaucé vos plaisirs en régie. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. François-Xavier, merci pour ce moment en littérature et en douceur. Très belle journée à vous. Pour le tome 3. Le rendez-vous est pris. Et puis en anniversaire, je crois. Oui, aussi. On soufflera les bougies ensemble. À très bientôt. Bonne suite de programme.